Pendant 6 ans, Théodore travailla comme esclave des champs au domaine provençal du marchand Pierre Lavallier, un homme à la carrure imposante, illégalement amené de Martinique. Il était l'un des 8 esclaves qui assuraient le fonctionnement du domaine, invisible sauf lorsque la force était nécessaire. Durant ces 6 années, Madame Élisabeth Lavallier vécut dans une peur grandissante et silencieuse de l'homme que son mari avait amené au domaine en 1783. Non pas parce que Théodore était violent par nature, mais parce qu'elle voyait l'intensité de son regard, qui la terrifiait, et parce que son mari, Pierre, était fréquemment absent pour affaires, la laissant vulnérable dans ce domaine isolé. En août 1789, lorsque Pierre partit pour un voyage de 3 mois, laissant Élisabeth seule, hormis les domestiques, sa pire crainte se réalisa. Théodore, nourrissant du ressentiment après 6 années d'esclavage et développant une obsession morbide pour la femme qui représentait tout ce qu'il ne pourrait jamais avoir, fit irruption dans ses appartements tard dans la nuit. « Ne dois pas là, je vous en supplie », dit Élisabeth, la voix brisée par la terreur, tentant désespérément de raisonner un homme 2 fois plus fort qu'elle et capable de la détruire. Ce qui se passa cette nuit-là et les semaines suivantes n'avait rien d'une romance interdite. C'était un cauchemar de violence sexuelle auquel Élisabeth survécut grâce à une ingéniosité hors du commun et qui révéla finalement un problème que la société française préférait ignorer. Que se passe-t-il lorsqu'un système d'esclavage donne aux hommes un pouvoir absolu sur les femmes tout en leur refusant toute autre forme de pouvoir, créant ainsi des monstres qui détruisent précisément ceux qui les oppriment? Abonnez-vous dès maintenant, car ce récit ne romantise ni ne justifie la violence. Il relate l'horreur réelle de la façon dont l'esclavage a corrompu tous ceux qui y ont été confrontés. Comment une femme a survécu à l'impensable grâce à son intelligence lorsque la force a échoué, et comment un système fondé sur la violence a inévitablement engendré une violence imprévue par ses concepteurs. Dites-nous d'où vous regardez ce film. Ceci est une histoire vraie, basée sur des documents judiciaires provençaux, relatant un crime qui a choqué la région et soulevé des questions de responsabilité, de justice et d'identité des véritables victimes dans un système qui a fait des victimes partout. Avertissement. Ce récit évoque des violences sexuelles. Elles sont traitées avec sérieux et sans romantisme, mais bien présentes. Théodore naquit en 1760 dans une plantation de Martinique. Sa mère, esclave, mourut lorsqu'il avait 8 ans. Il grandit dans les champs de canne à sucre où le labeur brutal qui l'accablait depuis l'enfance forgea un physique massif. À 20 ans, il mesurait près de 2 mètres, ses muscles s'étant développés grâce à des années passées à porter des charges qui auraient tué des hommes plus petits. Mais il possédait aussi une intelligence que ses maîtres ignoraient. Il observait, apprenait et comprenait bien plus qu'il ne le laissait paraître. En 1783, il fut vendu à un marchand français de passage dans les colonies, introduit clandestinement en France, puis revendu à Pierre Lavallier, qui cherchait un ouvrier robuste pour sa propriété rurale. Pierre Lavallier était un marchand de 45 ans, propriétaire de vignobles et de terres agricoles provençales d'une rentabilité modérée. Sans être particulièrement riche, il vivait confortablement, sa propriété isolée se trouvant à plusieurs kilomètres du village le plus proche. Il avait épousé Élisabeth Mercier en 1780. Elle avait 18 ans et lui 41. C'était un mariage arrangé. Sa modeste dot contribua à son succès commercial et il lui offrit une sécurité financière. Ce n'était pas un mariage d'amour, mais il convenait à tous jusqu'à l'arrivée de Théodore. Élisabeth avait 26 ans lorsque Théodore fut acheté en 1783. C'était une femme délicate, à l'éducation modeste, élevée pour être une épouse soumise. Elle vivait dans une propriété isolée avec seulement 8 domestiques, pour la plupart des esclaves que Pierre avait acquis au fil des ans. Pierre voyageait fréquemment, des semaines, parfois des mois, pour gérer ses affaires à Lyon et à Marseille, laissant à Élisabeth la gestion du domaine. Elle avait autorité sur les domestiques
mais pas une véritable confiance. C'étaient des hommes adultes, elle était une femme de petite taille, et la hiérarchie reposait davantage sur le respect mutuel que sur la force. Théodore commença comme ouvrier agricole, effectuant les travaux pénibles qu'aucun autre domestique ne pouvait accomplir. Et dès le début, quelque chose clochait. Élisabeth remarqua le regard que Théodore lui portait. Non pas le respect d'un domestique envers sa maîtresse, mais une intensité qui la mettait profondément mal à l'aise. Lorsqu'elle donnait des ordres, il obéissait, mais avec une lenteur délibérée, testant les limites. Quand elle passait, il ne baissait pas les yeux comme les autres domestiques, mais l'observait ouvertement. Élisabeth fit part de ses inquiétudes à Pierre, mais celui-ci les balaya d'un revers de main. « Théodore est un atout précieux. Il travaille bien. Tu te fais des idées. » Pendant 6 ans, de 1783 à 1789, les tensions s'accentuèrent. Théodore ne fit rien d'explicitement justifiant une punition, mais les petites transgressions s'accumulèrent. Des remarques chuchotées qu'Élisabeth n'entendait pas pleinement, mais dont elle savait qu'elles étaient irrespectueuses. Une proximité physique inutile lorsqu'il passait près d'elle. De longs regards insistants. Élisabeth vivait dans une angoisse croissante, surtout durant les absences de Pierre. D'autres domestiques remarquèrent le comportement de Théodore, mais n'intervinrent pas. Il était physiquement intimidant, et ils avaient eux-mêmes leurs faiblesses. Une esclave domestique nommée Marie confia à Élisabeth « Madame, Théodore parle de vous avec d'autres hommes. Il dit des choses déplacées. Il dit que vous êtes faible et qu'un jour, vous le prouverez. » Élisabeth supplia Pierre de vendre Théodore. Pierre refusa. Théodore était trop travailleur pour être renvoyé à cause d'une nervosité féminine. « Vous êtes une dame, » dit Pierre avec impatience. « Comportez-vous comme telle. Inspirez le respect. » Mais le respect, dans un système esclavagiste, reposait sur la violence potentielle. Les maîtres imposaient le respect car ils pouvaient ordonner la flagellation, la vente, l'exécution. Élisabeth était une dame, mais aussi une femme, et dans ce contexte précis, son genre sapait l'autorité que sa position sociale lui conférait en théorie. Théodore perçut cette vulnérabilité et l'exploita psychologiquement. En août 1789, Pierre annonça un voyage d'affaires de 3 mois à Lyon et à Paris. Élisabeth le supplia de l'accompagner. Il refusa, c'était trop cher, et elle devait gérer des biens. « Il ne se passera rien, » dit-il, irrité par ce qu'il considérait comme de l'hystérie. « Tu es parfaitement en sécurité. » 3 jours après le départ de Pierre, pendant la nuit, Théodore s'est introduit de force dans la chambre d'Élisabeth. Elle s'est réveillée et l'a trouvé debout dans la pièce, verrouillant la porte derrière lui. Une terreur absolue l'a envahi. « Partez immédiatement !» ordonna-t-elle, tentant d'imposer son autorité tout en tirant sur les couvertures, la voix tremblante. « Vous désobéissez aux ordres. Partez ou vous serez sévèrement puni au retour de mon mari. » Théodore sourit, un sourire dénué d'humour, empreint de cruauté. « Monsieur Pierre arrive dans 3 jours, et vous savez bien, vous aussi, que vous ne pouvez rien m'imposer. Vous êtes minuscule. Moi, je le suis. » Il fit un geste pour indiquer sa taille. « Pas minuscule. Je vous en prie, » dit Élisabeth d'une voix brisée, passant de l'ordre à la supplication. « Je vous en prie, Théodore, ne faites pas ça. Quoi que vous pensiez vouloir, cela ne vaut pas ce qui va arriver. Vous serez exécuté. »« Peut-être, » dit Théodore en s'approchant. « Mais ça, c'est pour demain. Ce soir, c'est aujourd'hui. » Élisabeth tenta de crier à l'aide, mais Théodore réagit promptement et lui couvrit la bouche. « Crie, et je te briserai la nuque avant que quiconque n'arrive, » siffla-t-il à son oreille. « Tais-toi et laisse faire, tu survivras. Choisis, madame. » Ce qui suivit fut un viol d'une violence inouïe. Il est impossible d'en atténuer ou d'en faire un récit romantique. Théodore, un homme rongé par 6 années de colère, de ressentiment et d'obsession morbide, viola brutalement une femme incapable de se défendre physiquement. Élisabeth choisit de survivre. Elle ne se débattit pas physiquement car il était 2 fois plus grand qu'elle et la menaçait de mort. Elle le supplia. « Non, je vous en prie, je vous en supplie », tentant de faire appel à son humanité, mais ses supplications restèrent vaines.
Après cela, Théodore partit, laissant Élisabeth anéantie, physiquement et psychologiquement. Elle resta sous le choc pendant des heures. Lorsqu'elle put enfin bouger, son premier réflexe fut de fuir, de rejoindre le village pour dénoncer le crime. Mais la réalité la rattrapa. Pierre était à des semaines de là. Si elle portait plainte, qui la croirait? Sa parole contre celle d'un esclave, mais elle devrait expliquer comment celui-ci avait pu entrer dans les quartiers, pourquoi elle ne s'était pas défendue, pourquoi il n'y avait aucun témoin. Et dans une société qui blâmait les femmes pour les violences sexuelles qu'elles subissaient, surtout de la part d'hommes noirs, elle serait socialement détruite. Mais la pire des constatations survint lorsque Marie, la fidèle servante, entra le matin et découvrit l'état d'Élisabeth. Marie sut immédiatement ce qui s'était passé. « Madame, Théodore ?» Élisabeth hocha la tête, incapable de parler. Marie la prit dans ses bras, puis dit d'une voix pressante, « Madame, vous devez fuir cette propriété immédiatement. Car si Théodore l'a fait une fois et n'a pas été puni sur le champ, il recommencera. Et la prochaine fois, il pourrait vous tuer pour dissimuler son crime. » C'était une terrible vérité. Élisabeth était emprisonnée. Fuir, c'était avouer la vérité et s'exposer au scandale. Rester, c'était vivre dans la terreur du retour de Théodore. Et il revint 3 nuits plus tard, réitérant ses violences. Puis 1 semaine plus tard, après la 3e fois, Élisabeth sut qu'elle devait agir sous peine de mourir, de violence physique ou de désespoir psychologique. Elle ne pouvait le maîtriser physiquement. Elle ne pouvait faire confiance à un système judiciaire qui la tiendrait responsable. Alors, elle utilisa la seule arme à sa disposition, le renseignement stratégique et la manipulation psychologique. Élisabeth commença à consigner méticuleusement chaque agression, date, détail, blessure physique. Elle demanda à Marie d'être témoin de cette documentation. Puis Élisabeth modifia sa stratégie comportementale d'une manière qui peut paraître incompréhensible, mais qui relevait d'une stratégie de survie calculée. Elle cessa de résister verbalement pendant les agressions, non pas par consentement, mais parce que chaque supplication vaine renforçait le sentiment de puissance de Théodore. Au lieu de cela, durant la journée, Élisabeth commença à parler différemment à Théodore. « Tu crois m'avoir usurpé le pouvoir ?» dit-elle lors d'une réunion en plein jour, en présence d'autres domestiques restés à distance. « Mais tu n'as fait que sceller ton destin. Mon mari reviendra dans 6 semaines. Et alors, tu mourras. » « Personne ne te croira, dit Théodore, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. « J'ai un témoin. Marie a vu les blessures. J'ai noté les dates. Et tu crois que ce n'est que ta parole contre la mienne. Tu es un esclave. Je suis la femme d'un maître. Ton corps sera brisé sur la roue en public. » Élisabeth vit pour la première fois la peur entrer dans les yeux de Théodore, et elle l'explora. « Mais il y a une autre possibilité, poursuivit-elle. Fuyez maintenant. Quittez votre propriété, allez en ville, disparaissez dans le tumulte révolutionnaire grandissant. Vous avez 6 semaines avant le retour de mon mari. Si vous fuyez maintenant, vous survivrez peut-être. Si vous restez, vous mourrez horriblement et publiquement. » Il s'agissait d'une manipulation psychologique calculée. Élisabeth ne pouvait pas dominer physiquement Théodore, mais elle pouvait exploiter sa peur. Pendant des semaines, elle répéta le message, ajoutant des détails sur le déroulement des exécutions d'esclaves, torture publique, agonie lente, corps laissé à la putréfaction en guise d'avertissement. Théodore oscillait entre arrogance et peur. Il viola Élisabeth 2 fois de plus, mais la violence avait désormais une autre dimension. Elle était mêlée à sa propre panique. Jusqu'à ce qu'en septembre, 5 semaines après le début du cauchemar, Théodore prenne la fuite en pleine nuit, emportant de la nourriture et de l'argent volés, et disparaisse en direction de Marseille. Élisabeth attendit 3 jours pour s'assurer qu'il ne reviendrait pas, puis elle fit l'impensable. Elle ne dit rien à Pierre à son retour. Quand Pierre l'interrogea sur Théodore, elle répondit simplement « Il s'est enfui. Il a volé de l'argent et de la nourriture, puis il s'est enfui. » Pierre était furieux de la perte de biens précieux et offrit une récompense pour sa capture. Mais Théodore avait disparu dans le chaos de 1789, alors que la Révolution française commençait à tout déstabiliser. On ne le retrouva jamais.
Pourquoi Élisabeth n'a-t-elle rien dit à Pierre? Des années plus tard, dans une correspondance privée avec sa cousine, elle expliqua « Si je lui avais dit, j'aurais dû revivre le traumatisme en public. J'aurais dû subir des examens médicaux, être interrogé par les autorités, jugé par la société. J'aurais dû voir Théodore arrêté, jugé, exécuté. Et paradoxalement, je serais devenu responsable de davantage de violence. Et Pierre ne m'aurait plus jamais vu de la même façon. Il m'aurait reproché de ne pas l'avoir empêché, il m'aurait considéré comme souillé. Alors, j'ai choisi le silence. J'ai laissé Théodore s'échapper car son absence était une punition suffisante pour lui et une libération pour moi. Mais le silence eut un prix. Élisabeth développa ce que nous appellerions aujourd'hui un grave trouble de stress post-traumatique. Elle faisait des cauchemars constants. Elle ne supportait pas d'être seule avec des hommes. Son mariage avec Pierre se détériora complètement. Elle ne supportait plus son contact. Pierre, ignorant de ce qui s'était passé, l'interpréta comme un rejet et lui en voulut. En 1792, Élisabeth finit par avouer la vérité à Pierre lors d'une dispute. Sa réaction fut exactement celle qu'elle redoutait. Il la blâma. « Comment as-tu pu laisser faire ça ?» s'écria-t-il. « Pourquoi n'as-tu pas crié? Pourquoi ne t'es-tu pas débattu plus fort? Et pire encore, pourquoi ne me l'as-tu pas dit dès mon retour? Maintenant, Théodore est libre quelque part, et j'ai perdu des biens précieux à cause de ta lâcheté. » Élisabeth comprit que pour Pierre, la violence qu'il subissait était secondaire par rapport à la perte de biens. Ce fut pour elle une révélation bouleversante. Le système esclavagiste avait perverti jusqu'à sa capacité à percevoir la réalité des violences faites à sa femme. Élisabeth quitta Pierre en 1793 et retourna auprès de sa famille. Elle vécut avec sa sœur jusqu'à sa mort en 1810, à l'âge de 48 ans. Elle ne s'en remit jamais complètement. Dans des lettres privées, elle écrivit « Un système qui traite les hommes comme des objets crée des monstres. Théodore n'est pas né monstre. Il l'est devenu par des années de mauvais traitements infligés à une bête jusqu'à ce qu'il se comporte comme tel. Mais j'ai payé le prix des péchés d'un système que je n'ai pas créé. Théodore n'a jamais été retrouvé. Il est probablement mort dans les troubles révolutionnaires où s'est reconstruit une vie sous une fausse identité. La question de la justice reste sans réponse. Cette histoire est profondément troublante car elle ne présente pas de simples méchants. Théodore a commis des crimes odieux, viols répétés, menaces de mort. Il méritait d'être puni, mais Théodore était aussi victime d'un système qui l'a déshumanisé pendant des décennies. Cela ne justifie ni n'excuse les crimes, mais cela permet de comprendre comment la violence engendre la violence. Pierre était un lâche qui n'a pas su protéger sa femme et l'a ensuite accusé. Le système judiciaire était défaillant. Élisabeth a été contrainte de choisir entre le traumatisme public infligé par la justice et le traumatisme privé du silence. L'histoire demeure une condamnation de l'esclavage. Un système fondé sur la violence engendre la violence dans toutes les directions, corrompant chacun. Les maîtres perdent leur humanité, les esclaves sont brutalisés jusqu'à brutaliser les autres, les femmes sont laissées vulnérables à la violence de toutes parts. Il n'y a pas de fin satisfaisante. Seulement la survie, le traumatisme et un système pourri qui a fait de chacun une victime. Abonnez-vous pour découvrir d'autres témoignages. Ce récit ne romantise ni ne justifie l'esclavage, mais témoigne simplement de l'horreur réelle qu'il a infligée à toutes les personnes qui y étaient prisonnières.